Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, donc le sommet de l'intestin irritable, c'est donc un sommet que j'avais organisé au mois de juin. C'était à ma connaissance le premier sommet francophone virtuel de l'intestin irritable qui ait jamais été organisé, avec donc 17 experts. Je vous ai mis le lien si vous avez la curiosité d'aller jeter un œil, sommetintestinirritable.com, et vous verrez les 17 experts qui sont intervenus, et vous pourrez même vous inscrire si ça vous intéresse, parce que il se peut fort que je remette ça cette année. Voilà. Donc un petit scoop, voilà, pour commencer. Alors, avant de commencer, donc un petit disclaimer. Donc tout ce que je vais présenter ici, donc est uniquement destiné à des fins éducatives et ne constitue pas, bien sûr, un conseil médical. Et n'hésitez pas à consulter votre professionnel de santé avant de commencer tout nouveau traitement. Alors, on va parler de quoi ce soir? On va parler donc de l'origine donc du microbiote, c'est-à-dire qu'est-ce que le microbiote et à quoi ça fait référence. Donc, la dysbiose, qu'est-ce que la dysbiose et en quoi c'est important pour nous, donc pour la suite de la compréhension donc de l'intestin irritable. Les micronutriments, on va aborder les principaux micronutriments dont il faut se préoccuper lorsqu'on a donc le syndrome de l'intestin irritable. Et enfin, je vais vous parler rapidement parce que je ne peux pas détailler, ça serait beaucoup trop long. Donc mon programme du rééquilibrage du microbiote en 4 étapes. Et enfin, donc on conclura avec vos questions et vos appréciations pour ce webinaire. Donc là, comme vous voyez, donc Obélix se te pose la question, est-ce qu'il a une dysbiose ou pas? Donc on y répondra à la fin. Les zones de santé. Alors effectivement, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc il y a pour moi 3 zones importantes. Il y a la santé, donc là, pas de problème, tout va bien. Il y a la maladie, là, ben, on est fatalement donc du côté médical, médicaments, médecins, etc., analyse, etc., etc. Et il y a toute une zone que j'appellerais un peu la zone grise, où en fait on n'est pas malade, on n'est pas très bien, mais c'est dans cette zone-là, quand on y est, et c'est valable aussi pour beaucoup de maladies chroniques, comme l'hypertension, comme le diabète, comme l'obésité, quand on commence un petit peu à aller vers la maladie, eh bien, il est encore temps de pouvoir revenir en arrière. Revenir en arrière, en fait, c'est aller de l'avant et en fait, c'est surtout récupérer sa santé. Pourquoi c'est important? Eh bien, simplement parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un niveau de vie qui va de plus en plus tard. Mais l'idée, c'est d'arriver de plus en plus tard, mais de plus en plus en bonne santé. Quel intérêt, on va dire, d'arriver à un âge certain ou à un certain âge si derrière on est malade, on est alité, on prend des médicaments, enfin, etc., etc. Alors, je suis pharmacien, donc je ne suis pas contre les médicaments, hein, qu'on soit bien clair. Au contraire, ça nous rend beaucoup de services. Mais pour moi, la prévention permet effectivement de retarder un maximum la prise de médicaments et de rester surtout le maximum en bonne santé pour pouvoir jouir un maximum de sa vie. Le microbiote. Donc, vous avez la définition donc, du microbiote. Donc, ce sont des micro-organismes. Donc, ça va être des virus, ça va être des bactéries, ça va être donc des champignons, et puis aussi ce qu'on appelle des archées, c'est-à-dire donc des organismes unicellulaires, donc sans noyau. Voilà. Et en fait, tout ce beau monde va faire que, effectivement, on va se retrouver, comme vous le voyez, au niveau donc de donc du départ donc de la bouche jusqu'à l'anus, et plus on va descendre, plus la concentration va être importante. Donc, quand on parle de microbiote intestinal, on pourrait parler aussi de microbiote digestif. Alors, pour vous donner quand même quelques chiffres pour que vous compreniez bien de quoi on parle, il s'agit de 30 000 milliards donc, de micro-organismes. Donc, on parle surtout de bactéries, et c'est surtout au niveau du côlon qu'elles sont le plus importantes. On connaît à peu près entre 1000 et 1200 espèces. Chacun d'entre nous a environ 350 espèces. Il faut savoir que ces 350 espèces que nous avons en moyenne, eh bien, aujourd'hui, le gros problème qu'on a pour la santé, c'est que ces espèces, elles sont de moins en moins diversifiées. Vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques minutes. Et du coup, il y a certaines parties dans le monde où, en fait, il y a donc des populations dont on va parler dans ce webinaire qui, elles, ont jusqu'à 700 espèces différentes. Et du coup, c'est très important pour
la prévention et pour la santé. La diversité du microbiote et l'importance du microbiote jouent un rôle crucial. Donc il y a bien sûr, il y a plus de bactéries dans le côlon donc que des cellules dans notre organisme. Donc c'est pour vous donner une idée. Les bactéries du côlon, ça représente à peu près 1,5 kg à 2 kg de poids, soit plus que notre cerveau. Et surtout, ce qui est vraiment important à noter, c'est qu'il y a 100 fois plus de gènes donc au niveau du microbiote intestinal que dans notre organisme nous-mêmes. On parle de 3 millions de gènes, d'accord, dans le microbiome, comme nous, quand nous, on en a à peu près que 23 000. Différence entre microbiote et microbiome. Microbiote, ce sont donc l'ensemble de bactéries, et microbiome, c'est le génome, d'accord. Donc là, on rentre vraiment dans la génétique. Chacun donc a son propre microbiote, et en fait c'est une sorte de signature qu'on a personnelle, même si ce microbiote évolue dans le temps. Alors à quoi il sert ce microbiote effectivement? Eh bien, il a beaucoup donc d'utilité, notamment donc dans la digestion, dans l'immunité. Il y a 80% de notre immunité. Il faut savoir que c'est la première porte en surface. Donc quand on ouvre, par exemple, quand on regarde la surface que prend un intestin, ça correspond à peu près à 2 terrains de tennis. Donc pour vous donner l'idée donc de l'intestin grêle, de la surface que touchent les aliments quand ils rentrent dans notre organisme. Et donc du coup, c'est la première porte d'entrée, et du coup, c'est là où se joue tout le début de la santé ou le début de la maladie. Donc, ça joue donc une action sur la santé globale, bien sûr, avec donc, la production des acides biliaires, la digestion des lipides, des glucides, donc les sucres, le gras et les acides aminés, donc les protéines. Le microbiote intestinal va synthétiser aussi des vitamines, certaines vitamines du groupe B, donc la vitamine K2 aussi. Les neurotransmetteurs, c'est le fameux axe intestin-cerveau, sérotonine, GABA. Donc, alors, c'est pareil, hein, donc je parle rapidement parce qu'il y a tellement de choses à dire sur chaque partie. Et donc là, on veut quand même en 1 heure un petit peu condenser tout ça. Donc, on pourra éventuellement revenir sur certaines notions si vous le désirez. Et surtout, donc, la synthèse qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, donc le butyrate, le propionate, l'acétate, et ce sont en fait des petites molécules qui vont avoir beaucoup d'utilités différentes, dont le fait qu'elles sont anti-inflammatoires, c'est très important. Donc rappelez-vous, plus on a un microbiote diversifié, plus on aura d'acides gras à chaîne courte, plus on aura moins on aura d'inflammation. Or aujourd'hui, il est prouvé que c'est l'inflammation qui va être à l'origine donc de quasiment toutes les maladies auto-immunes et toutes les maladies donc dites de civilisation, obésité, diabète, etc., etc. D'accord? Ce sont aussi des médiateurs, c'est-à-dire en fait qu'ils vont transmettre l'information de l'intestin vers le cerveau par exemple ou vers d'autres organes, d'accord? Et puis aussi ce sont des nutriments pour l'entérocyte, ce qu'on appelle l'entérocyte, c'est-à-dire c'est-à-dire donc notre intestin, tout simplement. L'entérocyte, c'est notre cellule intestinale. Quand on parle de microbiote, pour en finir avec cette notion, eh bien, en fait, il faudrait parler des microbiotes. Pourquoi? Parce que le plus important et le plus connu aujourd'hui, c'est bien sûr le microbiote intestinal qui vous regarde là, mais en fait, il y a des micro-organismes ou des microbiotes partout. On en a par exemple donc dans les poumons, on en a par exemple donc au niveau génital, donc comme le microbiote féminin, vaginal. Et puis maintenant, on parle de plus en plus d'un microbiote particulier qui est très important et qui donc est lié au microbiote intestinal, c'est le microbiote buccal. Il y a le microbiote aussi de la peau. Vous voyez, c'est tous des micro-organismes, des populations, et on retrouve à peu près les mêmes chez chaque personne, qui vont avoir un rôle important à jouer et dont il va falloir se préoccuper pour avoir une bonne santé. Alors, donc, on va parler maintenant des 1000 premiers jours. Pourquoi? Parce que tout se joue beaucoup de choses se jouent à ce niveau-là, c'est-à-dire au moment, donc, juste avant la naissance, et puis à peu près jusqu'à vos 2-3 premières années, date à laquelle, votre microbiote se sera à peu près stabilisé en quantité et en qualité pour toute votre vie. À savoir, donc, que vers l'âge de 6-7 ans, effectivement, il est à peu près stabilisé. Et à l'autre bout de la vie, c'est-à-dire quand on prend de l'âge, eh bien, ce microbiote va commencer à se dégrader
Et quand on voit les personnes d'un certain âge, souvent elles ont plus de médicaments, c'est normal parce qu'elles sont malheureusement plus âgées, elles ont plus de problèmes de santé, et leur microbiote il est un peu moins bon, donc il dégrade moins bien. Et c'est pour ça que c'est quelque chose dont il faut vraiment tenir compte et dont qu'il faudra prévenir pour avoir une bonne santé. Voilà. Lorsque l'accouchement a lieu par voie basse, c'est préférable quand on peut, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que la césarienne, eh bien, ça a augmenté le risque donc, de maladies comme l'asthme, le surpoids, maladies auto-immunes et les MIS-I, donc ce qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, d'accord? Et en fait, ça peut être quand même pallié grâce à ce qu'on appelle au phénomène de résilience, c'est-à-dire que notre microbiote intestinal va se rééquilibrer petit à petit, même si au départ, il est un peu différent. Et que par exemple, un enfant qui va naître par césarienne aura toutes les bactéries donc, du personnel et de la salle d'accouchement, mais pas ceux de la maman. On peut pallier à ça et ça se fait de plus en plus en prélevant un petit peu donc, de microbiote dans le vagin de la maman et en le badigeonnant à l'intérieur de la joue de bébé. D'accord? Enfin, l'allaitement, effectivement, par rapport au lait maternisé, pareil, si on peut, on allaite le plus longtemps possible parce on donne un maximum de bonnes bactéries à son enfant. Donc, le microbiote de chaque individu lui est propre, comme je vous ai dit, donc c'est comme une empreinte digitale, sauf que là, c'est une empreinte microbienne, et il va dépendre effectivement donc, du mode d'accouchement, on en a parlé, du type d'allaitement, on en a parlé, d'accord, de l'hygiène. On sait que trop d'hygiène aujourd'hui, cette fameuse théorie hygiéniste, fait que, eh bien, on s'est rendu compte, par exemple, qu'un enfant qui va vivre à la campagne avec des animaux aura beaucoup moins de problèmes d'allergie, d'eczéma et autres, qu'un enfant qui vit à la ville, donc très propre. Voilà, d'accord. Le régime alimentaire, bien entendu, et bien entendu aussi la prise de médicaments, mais on va y revenir. Alors pourquoi aujourd'hui on a autant de problèmes donc intestinaux, de soucis intestinaux et notamment donc d'intestin irritable qui concerne à peu près, on va dire en moyenne 10% de la population globale, mais donc ce sont des chiffres qui malheureusement évoluent de plus en plus et on est plutôt aux alentours de 15% de la population européenne, on va dire, que de 10%, et ce chiffre a tendance d'année en année à augmenter, tout simplement parce que notre alimentation en 50 ans elle a évolué et on donne à notre organisme des produits, des nutriments qui n'en sont pas, d'accord, c'est-à-dire des choses que notre organisme ne sait pas modifier, ne sait pas utiliser pour pouvoir justement produire de l'énergie, comme disait Nina tout à l'heure. Et donc du coup, ces produits sont transformés et contiennent peu de fibres. Donc en fait, ce qui va nourrir notre microbiote, rappelez-vous, ça sera les fibres. Plus on prend de fibres, mieux c'est. On va en reparler. Il y a donc une perte de qualité nutritionnelle. Tout simplement, ça veut dire qu'on va prendre des produits, comme vous voyez, donc transformés, comme vous voyez sur la photo, avec le jeune homme qui grossit de plus en plus. Eh bien, effectivement, ce sont des calories vides, c'est-à-dire qu'elles n'apportent absolument rien à l'organisme, mais malheureusement, non seulement elles n'apportent rien, mais en plus, elles favorisent donc ce phénomène inflammatoire dont on a parlé tout à l'heure, et qui est donc, ce n'est pas une inflammation comme celle qu'on a quand on se coupe, où on voit bien la rougeur, donc la douleur, etc. Là, c'est une inflammation, ce qu'on appelle de bas grade, c'est-à-dire une inflammation qu'on ne ressent pas, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Et malheureusement, c'est elle qui est responsable en grande partie donc de toutes les maladies dites de civilisation qu'on connaît actuelles et qui sont en train d'exploser, puisqu'encore une fois, notre consommation de sucre explose, consommation de graisse. Alors quand je dis graisse, c'est les mauvaises graisses. Le sel aussi, on en prend beaucoup trop tous les jours. Et enfin, les oméga 3, les oméga 6, on va y revenir tout à l'heure. Donc ce sont des acides gras et le rapport n'est pas bon, n'est pas en faveur de la santé. Donc, conséquence, comme je vous ai dit, les maladies de civilisation, c'est-à-dire donc l'inconfort intestinal, ça commence par l'inconfort intestinal, mais ça peut aller effectivement jusqu'au syndrome de l'intestin irritable, qui a plusieurs causes, hein, il n'y a pas que celle-là, mais celle-là en est un grand facteur favorisant, on va dire. Les allergies, ça aussi c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Malheureusement, dans tout ce qui est Alzheimer, diabète, fatigue chronique, stress, prise de poids, etc., on sait aujourd'hui que toutes ces pathologies sont reliées à un mauvais microbiote.
juste le microbiote tout seul va pouvoir, comment dirais-je, rétablir ça. Mais dans tous les cas, le microbiote, quand il est déséquilibré, eh bien, ça va entraîner petit à petit, ça va favoriser toutes ces problématiques. Donc, comme je vous disais, il faut favoriser une alimentation riche en fibres. Alors, bien entendu, une fois que la personne elle a le syndrome de l'intestin irritable qui est installé, les choses sont différentes. Dans le sens où, effectivement, les fibres, ça sera dans un deuxième temps lorsque on aura résolu le problème ou lorsque ça ira mieux, parce que les fibres, ça fermente. Donc, du coup, ça peut provoquer des inconforts supplémentaires. C'est un cas, quand on a le syndrome installé, c'est pour moi, on est dans une autre configuration. Là, on est en train de parler de la généralité. Comment faire pour avoir un microbiote le plus diversifié possible, le plus complet possible et le plus important possible. Rappelez-vous des 350 espèces par rapport, et on va petit à petit vers 200 espèces, donc vers une raréfaction pardon, des espèces, et moins on a d'espèces différentes, moins on saura métaboliser notre alimentation, moins on en tirera donc l'énergie nécessaire pour pouvoir bien vivre, et surtout les vitamines, les oligo-éléments et tout ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Donc un microbiote il doit être le plus stable et diversifié possible. On obtient une quantité plus importante des fameux acides gras à chaîne courte, donc butyrate, propionate, acétate, mais il y en a d'autres, donc je vous ai cité les principaux. Il y a moins de risques de troubles fonctionnels, donc quand on mange suffisamment de fibres, donc moins de risques donc, de diarrhée, de constipation, et donc pensez donc à toujours manger un maximum de fibres. Alors donc ça c'est la fameuse tribu des Hadzains dont je vous ai parlé, parce que c'est une tribu de chasseurs-cueilleurs, et donc on est allé les voir pour leur demander gentiment s'ils pouvaient, si ça les dérangeait pas, qu'on examine leur caca, donc voilà, puisqu'il faut le dire, et parce que leur mode de vie fait qu'ils sont en mode chasseur-cueilleur, et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'ils ont aucun problème de maladie auto-immune, aucun problème d'allergie, et que donc leur microbiote intestinal est donc contient à peu près 700 espèces, ce que nous on est en train de perdre petit à petit. Et donc en fait on arrive au phénomène dont je voulais vous parler, c'est-à-dire la dysbiose. Donc la dysbiose, donc ça veut dire que c'est l'inverse de la symbiose. La symbiose c'est l'harmonie, et la dysbiose c'est la disharmonie, c'est-à-dire qu'en fait on a un déséquilibre des bactéries. En général, dans un microbiote normal, on a 80 à 90% de bonnes bactéries et on a 10 à 15% de mauvaises bactéries. C'est pas gênant, elles sont toujours là de toute façon. Les candidats, par exemple, donc les champignons sont aussi là, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais l'ensemble des bonnes bactéries fait que, eh ben, comme elles sont là, elles sont en quantité suffisante et elles ont elles prennent donc l'espace. Donc il y a les bactéries, il y a le mucus et il y a donc après donc la peau, on va dire, de l'intestin, ce qu'on appelle l'entérocyte. Et bien en fait, ces bactéries-là, comme les bonnes bactéries, pardon, comme elles sont en bonne quantité, et bien les mauvaises bactéries ne peuvent pas se développer. Et donc c'est surtout ça qui est important donc d'équilibrer, c'est-à-dire que la dysbiose c'est l'inverse de tout ça, c'est-à-dire que les mauvaises bactéries vont pouvoir se développer dans certaines situations que l'on va citer. Et donc, effectivement, ça peut venir donc de l'alimentation, stress. Donc, le stress, c'est un facteur très important de l'utilisation d'antibiotiques et donc des maladies auto-immunes. Ce qui veut dire aussi qu'il va falloir qu'on travaille sur toutes ces causes-là pour pouvoir effectivement, petit à petit, lorsqu'on a un syndrome d'intestin irritable, petit à petit en sortir. Parce qu'en fait, c'est une situation qui peut survenir donc petit à petit ou de façon importante, et surtout elle peut avoir d'autres causes, donc j'en parle tout de suite, ça sera fait. Donc ça peut être aussi par exemple quand on a des problèmes donc de digestion ou des problèmes surtout d'intoxication. Voilà, il peut arriver qu'on ait un problème d'intoxication et c'est là que quelques temps plus tard les choses commencent à se dégrader. Mais aussi les médicaments, certains médicaments, pas les médicaments, certains médicaments, mais aussi le stress, mais aussi, d'accord? Donc en fait, toutes ces choses-là, il va falloir travailler dessus pour pouvoir petit à petit en sortir. Bien entendu, en se faisant accompagner d'un professionnel qui est formé. Donc, l'impact sur la santé donc d'une dysbiose,
c'est effectivement cette fameuse inflammation aussi. Et il faut savoir que lorsque les mauvaises bactéries commencent à prendre le pas sur les bonnes, elles vont finir par grignoter aussi donc le mucus et petit à petit s'attaquer carrément à l'entérocyte, c'est-à-dire aux cellules donc qui sont là de l'intestin, créant petit à petit ce qu'on appelle un leaky gut, c'est-à-dire un intestin poreux, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir des substances qui normalement ne rentrent pas dans l'organisme, qui vont commencer à y rentrer, et c'est là le début des problèmes, et c'est là le début des allergies, de l'eczéma et de plein d'autres qui sont le signe justement d'un intestin poreux ou d'un intestin qui a un problème. On va voir tout à l'heure comment une des manières d'en sortir. Donc sur la santé, la conséquence d'une dysbiose, effectivement, c'est les problèmes digestifs, c'est effectivement l'impact aussi sur l'humeur, et parce qu'on n'est pas bien, donc effectivement, moi quand je parlais à des personnes qui avaient l'intestin irritable, ben, certaines malheureusement ben, pouvaient quasiment plus sortir de chez elles, ben, parce que voilà, elles doivent être tout le temps près des toilettes, enfin ou autre, donc c'était vraiment petit à petit leur vie commençait à être vraiment très très impactée. Et puis il y a les réponses inflammatoires qui petit à petit font que bah, y a des maladies qui peuvent se greffer en plus là-dessus. Les médicaments qui perturbent donc le microbiote intestinal, en fait, il y a donc les antibiotiques à large spectre. Alors, ce qu'on appelle les antibiotiques à large spectre, c'est-à-dire c'est bah, quand on a eu un début de mal de gorge ou un truc comme, enfin un petit début de mal de gorge et autres, on va voir le médecin et directement on a un antibiotique qui va tuer l'ensemble des mauvaises bactéries, mais aussi une grande part des bonnes bactéries. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? C'est que les bonnes bactéries étant plus là, et ben les mauvaises vont pouvoir s'installer. Et souvent, il arrive parfois que un syndrome de l'intestin irritable soit dû à une prise d'antibiotiques. Quelques temps plus tard, boum, on commence à avoir des gros soucis. Aujourd'hui, sachez que lorsque vous avez pour vous donner juste cet exemple-là qui me paraît important, lorsque vous avez un problème donc de, comment dirais-je, donc d'angine ou de mal de gorge, il existe un test qu'on appelle le TROD. Et ce test aujourd'hui, eh ben, on le propose en pharmacie, ça veut dire que vous vous présentez directement avec votre carte vitale et on vous le fait sans aucun problème. Il faut juste avoir plus de 10 ans et pour les enfants, il faut l'accord parental. Et on va prélever directement dans votre gorge pour voir si l'angine, ou du moins le problème, est bactérien ou viral. Dans 90%, c'est viral, donc il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Mais il arrive que dans 10% des cas, c'est bactérien et là, il faut un antibiotique. Mais du coup, aujourd'hui, on peut le tester. Les médecins peuvent le tester, mais le pharmacien aussi. Donc sachez, ayez toujours ce réflexe de le faire maintenant. Donc c'est pris en charge, il suffit juste de vous présenter à la pharmacie et on vous le fera. Alors bien sûr, donc on a des traitements lourds comme la chimiothérapie, les IPP, donc les fameux IPP, les fameux donc oméprazole et autres, ce qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons, ce sont des produits qui vont donc baisser l'acidité donc de l'estomac pour faire en sorte que l'estomac ne soit pas trop acide. Sauf que l'estomac, c'est le premier passage des aliments dans notre organisme. Une fois qu'ils ont passé la bouche, la première chose, on va en reparler, mais j'en parle tout de suite, ça sera fait, c'est la mastication. Il faut vraiment mastiquer, c'est très important. Et il faut mastiquer dans le calme, d'accord? Ça aussi, c'est très important. On ne mange pas avec son portable ou avec une télé, d'accord? On mange ce qu'on appelle en pleine conscience, c'est-à-dire que on s'occupe de son plat, on s'occupe de regarder ce qu'on mange, on s'occupe de vraiment goûter chaque bouchée, et surtout on n'avale pas une bouchée avant qu'elle soit devenue vraiment comme une pâte. Voilà, donc on prend bien le temps de mâcher, ça c'est la première des choses. Et une fois que ça descend, effectivement, ça descend directement dans l'estomac. Et alors lorsque cet estomac est traité par IPP, normalement ce traitement par IPP doit se faire à très, très court terme. Lorsqu'on commence à être à long terme, ou lorsque les personnes viennent d'eux-mêmes en acheter, parce que ils sont sur les petites quantités en vente libre, eh bien, le problème, c'est que l'acidité de l'estomac va servir à nettoyer les aliments. Donc, l'estomac ne fait pas que broyer et les enzymes, donc comment dirais-je, que s'occuper donc de tout ce qui est donc gras, glucides et lipides et protéines, pardon, pour en faire des composés plus petits. C'est bien sûr le rôle de l'estomac, mais surtout, on sait que l'estomac, ça a aussi un rôle de nettoyage, c'est-à-dire de nettoyer
un maximum de mauvaises bactéries grâce à l'acidité. Et donc cette acidité, ça sera aussi à vérifier pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien au niveau de chaque étage, donc avant le passage donc au niveau donc de l'intestin. Les corticostéroïdes donc et les corticostéroïdes, c'est les anti-inflammatoires, certains anti-inflammatoires et les médicaments immunosuppresseurs. Alors attention, ces médicaments malheureusement, sont pour certains obligatoires. Ça veut dire simplement qu'il faut en tenir compte lorsque on a des personnes qui peuvent avoir des soucis, savoir effectivement que ça peut aussi venir de ça. Donc, lors de ces traitements, il est très important de protéger votre muqueuse et de travailler aussi sur votre microbiote pour qu'il soit en pleine forme et pour éviter les soucis qui peuvent en découler. Et bien sûr, les traitements, il faut les prendre que lorsqu'ils sont nécessaires. Alors, le stress, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, il a un impact énorme au niveau donc de notre microbiote intestinal. Et on sait que ça fait partie des axes qu'il faut absolument traiter, on va dire, dont il faut absolument parler pour pouvoir effectivement aider les personnes à ne pas tomber dans un cercle infernal. Et je pèse mes mots, malheureusement, j'ai encore des exemples aujourd'hui avec des personnes qui viennent et qui sont tout le temps à lutter. Alors, juste une chose que je tiens à dire, donc au-delà du fait que le stress, bien sûr, modifie le microbiote qui va influer donc sur le cerveau aussi, c'est lorsqu'on commence à ressentir le stress, lorsqu'on commence à ressentir qu'on est dépassé par une situation, etc., on n'attend pas que les choses se dégradent pour pouvoir aller directement voir la personne qui va pouvoir nous aider. Voilà, donc c'est tout de suite, dès qu'on commence à se sentir un peu dépassé par une situation, il faut vraiment penser à comment dirais-je, à aller voir donc le thérapeute, le médecin, la personne formée qui va pouvoir vous aider à revenir en arrière et revenir dans une situation normale avant que les choses commencent à trop se dégrader. Le sommeil. Alors le sommeil, effectivement, c'est une chose qui est aussi très importante pour un bon microbiote et pour effectivement prévenir donc ces soucis, et même quand ces soucis sont là, pour pouvoir en sortir. Donc un bon sommeil, c'est 7 heures. Donc il faut vraiment, enfin en moyenne, c'est entre 7 heures et 9 heures. Donc on essaie vraiment de respecter donc ces durées. Parfois, il arrive que si on est stressé, on est fatigué, etc. Mais ça doit vraiment rester le moins souvent possible et le plus souvent possible travailler pareil sur son sommeil pour pouvoir dormir, parce que il y a énormément de réactions qui se fait pendant la nuit. Notre organisme, en fait, il travaille pendant la nuit, d'accord. Par exemple, le système immunitaire, donc il y a des productions donc de cellules T régulatrices, peu importe. En fait, c'est des cellules donc, qui vont travailler la journée et c'est la nuit qu'elles sont produites. Donc il faut qu'on dorme bien pour que notre organisme puisse bien les préparer ou en préparer de façon suffisante. Les couchers tardives, donc réveil fréquent, décalage horaire, il faut essayer d'éviter un maximum et puis surtout rééquilibrer le plus vite possible. Bien sûr, on sait que le stress et l'anxiété jouent aussi là-dessus. Un mauvais sommeil va entraîner, on le sait aujourd'hui, donc des problèmes de surpoids, etc., donc d'obésité et autres, d'accord, de maladies cardiovasculaires. Donc ça veut dire que vous voyez que juste avec le sommeil déjà, on touche à énormément de choses. Et puis le syndrome donc du côlon irritable, effectivement, et bien aussi va aussi découler d'un mauvais sommeil. L'activité physique, alors quand je dis activité physique, c'est pas forcément courir un marathon tous les dimanches, c'est simplement aller marcher dès qu'on peut. Si on peut aller faire 30 à 40 minutes de marche à notre rythme à chaque fois qu'on peut, donc 2 ou 3 fois par semaine, plus si c'est possible, eh bien sachez que ça travaille dans le bon sens pour votre microbiote et que ça permet effectivement de équilibrer aussi donc la digestion. Ça équilibre le mental, ça équilibre énormément de choses. Rien que la marche, on pourrait en parler pendant des heures. Et en fait, donc ça augmente, donc c'est des bonnes bactéries, la famille des firmicutes, d'accord, qui vont produire plus d'acide gras à chaîne courte. Donc vous connaissez maintenant l'importance. Et effectivement, même quand il fait froid, vous voyez, donc ces gens-là sortent
Donc moi j'aimerais bien quand je marche, parce que je vais marcher, je ne donne pas que des conseils, je le fais. J'aimerais bien vous croiser plus de personnes lorsque ça arrive. L'activité des organes, donc bien entendu, on a parlé de la mastication, effectivement. Donc première étape super importante donc de la digestion. L'acidité gastrique, on en a parlé aussi, c'est important. Donc après, effectivement, plus on descend, plus on va vers le foie et sa production de bile qui va servir pour effectivement donc émulsionner les graisses. Et donc, plus on a un foie qui est surchargé, qui n'arrive pas à bien faire son travail, plus on a de risques de problèmes après, donc syndrome d'intestin irritable, l'intestin. Les enzymes par le pancréas. Donc tout ça, il va falloir donc le vérifier. Et puis il y a une notion très importante, c'est ce qu'on appelle le complexe moteur migrant. Alors le complexe moteur migrant, c'est c'est l'intestin qui va se nettoyer de lui-même au bout de 3 heures ou 4 heures après manger. Donc ça veut dire que il est très important de ne pas grignoter tout le temps, et puis surtout la nuit, surtout le soir avant de dormir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on grignote, on relance une digestion, et donc du coup ce complexe moteur il a du mal à se mettre en place. C'est un système naturel de nettoyage de l'intestin, vraiment du haut vers le bas. D'accord? Et ça permet de nettoyer les mauvaises bactéries, ça permet d'enlever les cellules mortes, donc c'est très très important que ça se passe dans de bonnes conditions. Les différents types de dysbiose, donc on a donc ce qu'on appelle le SIBO. Donc le SIBO, ça va plutôt, c'est au niveau de l'intestin grêle, c'est simplement alors le SIBO, donc c'est un acronyme, c'est le Small Intestinal Bacterial Overgrowth en anglais, et c'est un excès de bactéries qui ne devraient pas se retrouver au niveau donc de l'intestin grêle. Voilà. Donc il y a des techniques pour notamment donc respiratoires pour pouvoir donc le détecter. Et il y a bien sûr le syndrome de l'intestin irritable qui lui va se retrouver plus donc en dessous, d'accord, ici, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, donc il y a deux types de dysbiose. Donc ça c'est juste pour la petite histoire. La dysbiose de fermentation qui est dans le côlon droit qui concerne plutôt les sucres, et la dysbiose donc de putréfaction côlon gauche plutôt les protéines. Donc ça permet effectivement le pH est différent selon l'un ou l'autre. Ça permet effectivement donc de savoir un peu quelle est la problématique au niveau alimentaire par exemple, pour pouvoir commencer à entamer la guérison. Le syndrome d'intestin irritable, donc il porte d'autres noms, mais on parle toujours de la même chose. En fait, je me suis rendu compte lors du sommet de l'intestin irritable que j'ai fait, que beaucoup de professionnels donc qui étaient en contact, donc des personnes qui connaissaient bien le sujet, disaient que quand on dit syndrome de l'intestin irritable, c'est un syndrome un petit peu fourre-tout. C'est-à-dire quand on ne sait pas trop, quand la personne n'a pas de soucis de santé, n'a pas de problème, mais a quand même des problèmes, a quand même des douleurs, a quand même, etc., des maux de ventre, donc des diarrhées, constipations, ou l'alternance des deux, et ou des ballonnements, ou des inconforts, juste après manger, et on dit, c'est le syndrome d'intestin irritable, c'est peut-être dans la tête, on ne sait pas trop, mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte, on sait que c'est pas dans la tête, c'est bien donc un syndrome, mais c'est un peu fourre-tout. Ça veut dire simplement que, chaque personne est différente, et chaque syndrome d'intestin irritable est différent, d'accord? Et pour être complet, bien que je ne serais pas complet, il y a tellement de choses à dire, le SIBO, donc en général, il y a à peu près entre 40 et 70% de personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable, pardon, c'est un SIBO. Voilà, c'est un SIBO qu'on ne voit qu'après. Donc des fois on ne voit pas et on peut passer à côté. Voilà. C'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Donc 10% de la population touchée, mais je pense que c'est plus que ça. On le retrouve plus souvent donc, chez les personnes âgées de 20 à 40 ans, et enfin, les personnes qui sont un petit peu stressées, anxieuses, etc., ont plus de chances de faire le syndrome de l'intestin irritable, bien que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a d'autres causes possibles. Donc les causes concomitantes, c'est-à-dire les causes donc qu'on retrouve ensemble avec le syndrome de l'intestin irritable. Donc c'est une altération du microbiote intestinal, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur un bon microbiote en diversité et en quantité, une carence en vitamine D, d'accord, on va en parler de la vitamine D qui est un micronutriment donc essentiel dont il va falloir se préoccuper et qui peut déjà amener de bons résultats en matière de confort pour les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable. Les perturbateurs endocriniens et nanoparticules, donc pensez aux édulcorants, tous les édulcorants qu'on retrouve bien sûr en plus grosse quantité
ou en grosse quantité dans les aliments transformés et ultra transformés, le stress, et donc il y a une partie aussi de génétique. Le magnésium, donc les apports journaliers recommandés sont entre 350 et 400 mg par jour, ça dépend donc de la personne, mais de toute façon, tout ce que je vous dis là, ce sont des généralités. Ça veut dire qu'en fait, quand il y aura une personne en face de moi, ou de moi une personne, chaque cas est un cas différent, et chaque dosage est un dosage différent en fonction de la personne. Donc tout ce que je vous dis, c'est des généralités pour vous fixer un petit peu les idées, mais ce n'est pas une vérité pour chacun, c'est une vérité globale. D'accord? Donc on retrouve effectivement plus donc le magnésium dans certains aliments qui sont énumérés ici, oléagineux, graines, etc. Donc les légumes à feuilles vert foncé, le chocolat. Quand on dit chocolat, c'est pas n'importe chocolat, c'est pas n'importe quel chocolat, pardon, c'est pas le chocolat blanc, c'est le chocolat noir minimum à 80% donc de cacao, d'accord? Le magnésium agit sur plus de 400 réactions biochimiques de notre corps, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'en fait, quand on a un déficit de magnésium, forcément, ces 400 réactions elles vont moins bien se faire. On est plus fatigué, on peut plus développer des maladies. Donc, il faut faire des cures régulièrement, se supplémenter en magnésium, parce qu'on en a besoin tous les jours, toute la journée. Et en fait, quand on en prend, on essaie d'en prendre matin et soir, ou matin, midi et soir, si c'est possible. L'associer à la vitamine B, à la vitamine B6 et à la taurine, parce que ce sont des cofacteurs, ce sont en fait des éléments qui vont aider le magnésium à mieux agir au niveau de notre organisme. Et enfin, faites attention aux sels que vous achetez, parce que ce sont des sels de magnésium, citrate, glycérophosphate, bisglycinate. Évitez les oxydes, parce que les oxydes sont plutôt irritants et ils pénètrent moins bien dans l'organisme. La vitamine D, il faut retenir qu'il faut un taux minimum de 30 nanogrammes par millilitre. Une précision importante au sujet de la vitamine D, aujourd'hui, la vitamine D n'est plus proposée en systématique au dosage. Donc bien sûr, j'ai mis un soleil pour représenter la production de vitamine D qu'on a naturellement l'été, parce que l'été, l'ensoleillement est suffisant, et une demi-heure par jour suffit à faire nos 1000 unités dont on a besoin pour notre organisme. D'accord? Oui, donc si vous pouvez, lorsque vous avez une prise de sang, n'y allez pas exprès, demandez au laboratoire en même temps, ou à votre médecin de le prescrire en même temps la vitamine D pour savoir exactement où vous en êtes. Parce qu'on sait qu'il y a à peu près 80% en moyenne de la population générale, donc de nous tous, qui sommes carencés parce qu'il y a un ensoleillement qui est insuffisant, malheureusement, pour avoir suffisamment de vitamine D. Or, on sait que la vitamine D joue énormément comment on appelle ça, donc de métabolisme, donc le calcium, le tissu osseux, le système cardiovasculaire, l'immunité. Ça agit aussi au niveau du développement de certains cancers, d'accord, du diabète. Donc vraiment avoir un taux de vitamine D suffisant est très important, au moins 30 nanogrammes par millilitre, idéalement 50. Voilà. Après, donc, entre 800 et 200, 2000 unités. Donc, ça, c'était juste pour vous donner une idée. Bien entendu, comme je vous ai dit, ça dépend de chacun et ça dépend d'où on part. Voilà. Il faut savoir que la prise de sang permet de savoir où on en est. Si on prend juste de la vitamine D pour prendre de la vitamine D, c'est un peu dommage parce qu'on ne sait pas où on en est et si on en a vraiment besoin. Bon, normalement, oui, puisque 80% des personnes en manquent. Le zinc. Alors, le zinc, j'ai mis un mur, tout simplement parce que ça, le mur, imaginez que c'est des cellules. Et dans les cellules, en fait, le zinc, il va venir aider notamment lorsqu'on a un problème immunitaire, c'est-à-dire lorsqu'on a des agresseurs dans l'organisme, notre organisme, oui, donc a besoin très rapidement de produire donc des anticorps pour nous protéger, d'accord? Et pour produire des anticorps, il n'y a pas à tortiller, il faut du zinc. Donc si on n'a pas suffisamment de zinc, eh bien malheureusement, comment dirais-je? Eh bien, on n'arrivera pas à avoir une immunité suffisante. Alors l'immunité, c'est pas quelque chose que l'on peut mesurer, comme le mal de tête ou comme la douleur ou comme d'autres choses qui sont beaucoup plus mesurables. Mais on sait qu'un défaut de zinc est forcément préjudiciable, notamment donc pour l'intestin. Et il faut savoir que autre chose, c'est que les cellules de notre intestin, nous avons tous les jours, pardon, on a à peu près 50 milliards de cellules qui changent, d'accord? Au niveau donc de notre estomac. Donc toutes ces cellules, mais il y a besoin à chaque fois de ciment, donc de zinc, donc
voilà, pour alimenter tout ça et pouvoir avoir un équilibre. Donc pour tout ce qui est noté, je vous laisserai le lire quand vous verrez le replay. Donc voilà, je vous donne les éléments les plus importants. Les oméga 3. Donc les oméga 3, effectivement, donc ce sont des acides gras polyinsaturés, donc il en faut entre 500 mg et 1 g par jour. Et en fait, ce qu'il faut noter, c'est surtout l'équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Pour simplifier, les oméga 6, ce sont on en a besoin, mais on en a besoin dans une proportion de 4 pour 1. 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Or, aujourd'hui, il se trouve que le rapport, il est plutôt de 20 pour 1, on va dire en Europe, et aux États-Unis, on est quasiment à 40 ou 60 pour 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les oméga 6 sont liés à l'inflammation. On retombe sur notre idée d'inflammation dont on parlait tout à l'heure, et les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Et donc, en fait, quand l'équilibre est bon, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, on sait que notre alimentation, mis à part si on y fait attention, à notre vie, à notre équilibre de vie, comme on l'a vu dans le travail, le sommeil, etc., etc., et donc notre alimentation, notre régime alimentaire, et bien effectivement, si cet équilibre est rompu, et bien on a un problème d'inflammation qui va se développer et qui fait le lit des futures maladies. Donc bien sûr, je pense que vous devez savoir, on retrouve ça surtout dans certaines huiles végétales, lin, colza, caméline, chanvre, etc. Faites attention à la conservation de ces huiles parce qu'elles sont fragiles, d'accord? Ça existe aussi en capsule molle si on préfère donc en capsule, d'accord? Alors effectivement, limiter les acides, donc les graisses animales qui sont riches en oméga 6. La L-glutamine. Alors la L-glutamine, c'est un acide aminé qu'on retrouve partout dans l'organisme, et c'est elle qu'on va utiliser pour quand on commence à avoir donc un problème donc de perméabilité de l'intestin, pour pouvoir refaire donc les jonctions de cet intestin, que cet intestin ne laisse passer que ce qui doit passer, vitamines, minéraux, etc., mais pas certains composés qu'on appelle des lipopolysaccharides par exemple, et qui eux sont très inflammatoires et qui eux vont poser problème, d'accord? Lorsqu'on commence à avoir ces symptômes-là, ou lorsqu'on on sait qu'on a un leaky gut ou un vrai problème de dysbiose très important, eh bien on se supplémente en glutamine. Il y a d'autres produits, mais je parle essentiellement de celui-là, c'est celui qu'on connaît le plus. Il faut 3 à 5 grammes par jour en moyenne, d'accord? Et il faut 6 mois de supplémentation, mais il ne faut pas dépasser les 6 mois, d'accord? Les probiotiques, donc ce sont effectivement donc des produits qui peuvent être intéressants. Il faut savoir que les probiotiques sont que de passage, parce que les quantités sont faibles quand même. Rappelez-vous les 30 000 milliards de bactéries, et quand on amène 10 millions de probiotiques, etc. Et en fait, c'est du passage, mais ça permet de protéger, notamment lorsqu'on prend des antibiotiques. On prend des probiotiques pendant la durée d'antibiotiques, et certains comme l'ultra levure. Donc voilà, je citais un produit donc qui permet effectivement de protéger notre microbiote pendant la prise d'antibiotiques. Les prébiotiques, c'est la nourriture donc des probiotiques. Donc vous en avez une belle image ici. Donc ce sont essentiellement les fibres, d'accord, quelles qu'elles soient. Donc et là effectivement, il faut essayer de la mesure du possible, effectivement, d'en prendre suffisamment, et surtout des fibres donc de saison, et le plus naturel possible, donc bio si possible. Donc en phytothérapie, donc ça c'est rapidement pour la digestion. Donc on parle du psyllium qui est un produit naturel, bien sûr, qui a la propriété d'agir aussi bien sur la constipation que sur les selles liquides, donc sur la diarrhée. C'est vraiment un produit qui est vraiment très intéressant. C'est un probiotique, donc il faut faire attention à l'utilisation parce que ça peut occasionner des inconforts. Une cuillère à café, 1 à 3 fois par jour, donc pour pouvoir effectivement l'utiliser. Le curcuma, donc qui n'est plus à présenter, donc qui est un antioxydant, anti-inflammatoire, etc. Bon, il faut éviter donc, dans certaines conditions. L'artichaut, mais l'artichaut, attention, c'est un probiotique. Ça veut dire aussi que ça va provoquer donc de la fermentation. Mais bon, ça permet donc je l'ai laissé pour pouvoir vous donner quand même des produits qui peuvent être intéressants quand on a des problèmes de digestion. Les ballonnements, donc qui sont dus à la dysbiose, c'est-à-dire le déséquilibre des bonnes et des mauvaises bactéries. Donc, à quoi sont dus ces ballonnements? Donc, une mauvaise mastication, des repas trop rapides, d'accord? Boire en dehors des repas. Il vaut mieux boire en dehors des repas que boire pendant les repas.
et les desserts et les fruits plutôt au goûter. Donc ça permet effectivement d'avoir moins de ballonnement. En phyto, par les plantes, donc on peut prendre des infusions d'anis, de badiane, de fenouil et d'autres. En aromathérapie, donc les huiles essentielles, c'est la menthe poivrée. Je vous ai remis la menthe poivrée un petit peu plus loin rapidement pour pouvoir dire qu'on ne l'utilise pas n'importe comment. Et puis bien sûr, il y a le charbon végétal activé qui permet d'absorber l'air au niveau du système digestif et qu'on va prendre à distance des autres aliments parce que ça absorbe, notamment des médicaments aussi. La menthe poivrée, donc c'est une huile essentielle qui est extraordinaire. Elle est reconnue donc par l'OMS comme un traitement efficace pour soulager des symptômes. Donc les symptômes, c'est ce qu'on ressent quand on a le problème de l'intestin irritable, d'accord? C'est un antispasmodique, c'est-à-dire ça va agir sur les spasmes, ça relâche un peu les muscles lisses, donc du système gastro, donc de votre intestin, d'accord? Ça réduit aussi la douleur, l'inconfort et la sévérité des troubles, donc ça peut être intéressant d'en prendre, mais avec parcimonie. Il faut savoir que c'est contre-indiqué chez la femme enceinte, les enfants de moins de 6 ans, les personnes épileptiques et les personnes qui ont des troubles hépatiques. Donc, il faut quand même faire attention avec cette huile. Et puis, on peut l'utiliser donc soit donc sous forme d'huile essentielle ou sous forme donc de capsule. Encore une fois, rapprochez-vous de votre professionnel de santé avant de prendre donc un traitement pour qu'il vous explique exactement comment on utilise ces produits. Donc les coliques et les spasmes qui sont produits par l'intestin irritable, donc la relaxation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a pas que les produits, il y a aussi notre façon d'être. Il y a aussi donc des applications qui permettent d'apprendre à mieux respirer, à bien respirer dans la journée pour pouvoir se détendre, notamment avant de manger. La mélisse, qui est connue donc comme étant un excellent antispasmodique. Encore une fois, ça peut être utilisé sous forme d'infusion, sous forme de gélule ou autre. C'est ce qui vous convient le mieux que vous devez prendre. En aromathérapie, donc on a des huiles essentielles d'estragon et de basilic. Pareil, attention, ce sont des huiles essentielles, ce sont des composés extrêmement actifs. On ne les utilise pas n'importe comment. On se renseigne d'abord auprès de son médecin, son pharmacien, son thérapeute pour pouvoir effectivement savoir comment on peut l'utiliser. Et puis bien sûr, vous avez les conseils de votre pharmacien. Si vous voulez venir, il n'y a pas de problème. On a d'autres produits, donc un peu plus chimiques, mais qui marchent aussi. Alors, maintenant, on va parler donc du programme, donc rapidement pour finir, parce que je sais que voilà, le temps passe vite, et je veux pas non plus que voilà trop monopoliser votre temps. Donc, il y a 4 étapes. La première étape, donc, c'est éliminer, nettoyer, d'accord. On va essayer d'enlever tout ce qui est aliments inflammatoires. Cette fameuse inflammation dont on a parlé maintenant, vous savez le rôle délétère, le mauvais rôle qu'elle a donc au niveau de notre organisme. Donc, éliminer tout ce qui va irriter nos intestins. Donc, ça peut être le gluten, ça peut être les produits laitiers, etc., etc. On peut faire ce qu'on appelle un régime d'élimination pendant 30 jours pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, on fait une réintroduction partielle. Certains germes aussi, donc, qu'on peut rechercher si on les suspecte, comme le candida. Et donc, le candida, donc les candidoses, donc l'ail, l'origan, pamplemousse, gingembre, cannelle, ce sont d'excellents produits pour nettoyer. Bien sûr, ça, vous l'avez en extrêmement court, extrêmement condensé. C'est un peu plus étoffé que ça. Éliminer des toxines, c'est pareil, c'est important pour qu'il y ait des toxines, ça altère la diversité microbienne dont on sait qu'elle est importante, d'accord? Et on va donner un environnement qui va être propice à la croissance des bonnes bactéries, d'accord? On va favoriser aussi donc les fonctions naturelles. Étape 2, donc, c'est rétablir et repeupler, d'accord? On va aller de la bouche à l'estomac en voyant à chaque étape, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien l'acidité, les enzymes, comment fonctionne chaque partie, donc de chaque étage de notre digestion, donc de la bouche à l'anus, pour voir où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'il peut y avoir un problème, d'accord? Et comment on peut résoudre ça. Le système immunitaire avec donc toutes les vitamines qu'on a citées, donc il y en a d'autres que vous voyez ici. Donc tout ça, ce sont des choses dont il faut se préoccuper. Stress, sommeil, activité physique, comme on a parlé tout à l'heure. Et enfin, tout ce qui est, donc, comme je vous dis dans l'étage, foie, vésicule biliaire, intestin, donc ce qu'on appelle des prokinétiques, c'est-à-dire des produits qui vont favoriser le fameux complexe moteur migrant. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'un des gros problèmes donc, de l'intestin irritable, c'est la motilité, la mobilité, c'est-à-dire comment l'intestin il va bouger, il va faire en sorte d'avancer, de faire avancer les aliments. Quand un intestin est un petit peu paresseux, on va dire, mais du fait de la maladie, du fait
du syndrome de l'intestin irritable. Alors maladie, c'est considéré par certains comme maladie et d'autres non. Donc c'est un syndrome, on va dire, c'est un fourre-tout comme on l'a dit, d'accord. On va pas parler de maladie, on va parler de syndrome, d'accord. Et ben on a des produits comme le gingembre, la rhubarbe, etc., qui permet de relancer la machine. L'activité physique aussi est importante, respiration, le rire. On sait aussi que les activités sociales sont importantes. Faut pas rester isolé, c'est très important. Ça permet vraiment d'aller mieux. Alors ça résout pas tout bien sûr, mais ça permet d'aller mieux, d'accord. Et donc certaines, donc le tryptophane, donc la vitamine B6, faire attention au grignotage. Le jeûne aussi, ça peut être intéressant. Encore une fois, on ne se lance pas dans le jeûne tout seul, et on voit ça avec son thérapeute, c'est important. Donc les probiotiques et les prébiotiques pour leur rôle donc au niveau donc notamment donc tout ce qui est aliments fermentés, ça peut avoir un rôle très important dans le repeuplement de notre microbiote intestinal. Enfin, la troisième étape, donc on va activer donc réactiver la machine, d'accord, avec les aliments fermentés notamment, les aliments riches en fibres, d'accord, et un régime qui se rapproche le plus possible du régime méditerranéen, puisque c'est celui-là qui est reconnu aujourd'hui comme étant le plus propice au développement d'un bon microbiote. Enfin donc, la dernière étape, on va améliorer et soutenir tout ça pour que ça se maintienne dans le temps, donc en faisant attention au sommeil bien sûr, donc au magnésium, à certains micronutriments pardon, qui peuvent nous être bénéfiques, d'accord. L'exercice régulier, on en a parlé, la gestion du stress, la supplémentation, donc ce sont des choses qu'on va utiliser pour pouvoir soutenir donc notre microbiote intestinal, notre santé globale. Retrouvez-moi donc pour de nouvelles aventures de microbiote. Donc là, vous voyez que Obélix va beaucoup mieux une fois qu'il sait maintenant l'étendue des possibilités qu'il a pour pouvoir effectivement traiter sa dysbiose. Et bien, vous voyez, il se met à courir, tout va bien. Il a donc son repas sur l'épaule. Il est souriant. Il est avec Astérix, tout va bien. Voilà. Voilà. Donc, hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si vous voulez me joindre, c'est contact@maviette.com. Merci à Nina. Voilà, donc j'ai fini ma partie pour ce soir. Et j'ai presque plus de voix, donc ça tombe bien. Alors, hop, échappe.